Bienvenue. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors nous sommes à, j'avais écrit 10 jours quand j'ai préparé le document, à moins de 10 jours du début du festival. Et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter le programme complet et la très belle sélection 2025. En premier lieu, je tiens, au nom de l'ensemble du pôle de l'image, à remercier tous nos partenaires institutionnels. Dans la salle, je salue la région, les départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, la communauté de communes, le consulat d'Italie à Metz et bien sûr la ville de Villerue. Nos sponsors privés et partenaires que je vois également dans la salle, je les salue, et nos partenaires médias. Nous remercions également l'Arche de nous accueillir aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous présentons la bande-annonce de l'édition à venir. Je remercie Jean-Louis Sonzoni et Noli Prod pour la réalisation de cette belle bande-annonce. Il est là-bas. Alors, au niveau des salles de projection, l'hôtel de ville de Villerue, les 2 salles de l'Arche, le ciné-mobile en décentralisation et à Villerue, la MJC d'Audun-Tiche, le Kinoche de la Culture Fabrique à Esch-sur-Alzette et le cinéma Starlight du CNA de Dudelange. Au niveau de la restauration et des bars, vous trouverez le chapiteau sur le parvis de l'Arche avec une restauration de spécialité italienne, la restauration rapide à l'hôtel de ville de Villerue, l'espace bar et restauration à l'Arche, la MJC d'Audun-Tiche et le Raclard à la Culture Fabrique. Toujours un espace boutique et librairie à l'hôtel de ville de Villerue, en partenariat avec la librairie Idiesis de Villerue et la Libreria Italiana de Luxembourg. La vente des différents types de billets sera possible sur place dans nos salles de projection. Le pass public, lui, est déjà disponible sur notre site internet. N'hésitez pas d'ailleurs à le consulter, il y a toute l'actualité du festival et notre newsletter ou sur nos réseaux sociaux. J'enchaîne avec les 2 cérémonies. L'ouverture qui se tiendra le vendredi 24 octobre à 19h à l'Arche, dans la grande salle. Elle sera suivie de la projection du film Pain, Tulipe et Comédie de Silvio Soldini. Et la cérémonie de remise des Amilcars le vendredi 7 novembre à 20h à l'Arche. Et elle sera suivie du film inédit qui d'ailleurs fait l'ouverture de Rome, La Vita va così de Riccardo Milani. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, oui. Alors cette année, Una Roberta débarque à Villerue. Un beau spectacle qui se tiendra le lundi 10 novembre à 20h30 à l'Arche, spectacle soutenu par le département de Meurthe-et-Moselle. Les billets sont en vente sur notre site internet ou au bureau du festival.
Alors, Roberta raconte son histoire d'Italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d'emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine, des coutumes, des apéros, de la drague, du vocabulaire. C'est un spectacle en français avec l'accent italien. Je vous présente maintenant les jurys. Alors, le jury qui arrivera le premier week-end avec son président, Fabrizio Rongione. Le jury distinguera un film parmi une sélection de 7 premiers ou seconds films, et c'est un Amilcar qui est parrainé par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors, je vous le disais, Fabrizio Rongione est président. C'est un Bruxellois de naissance qui a très vite été repéré par les frères Dardenne en 1999 pour tenir le premier rôle masculin de Rosetta, qui a été Palme d'Or à Cannes en 1999. Il tourne ensuite pas moins de 70 films, dont 6 avec les Dardennes, dont il est assurément l'acteur fétiche. On a pu le voir aussi au cinéma dans L'événement de Audrey Diwan, Lion d'Or à Venise, ou Orlando de Daniele Vicari, qu'on a présenté à Villerue en 2023, ou Le Déluge de Gianluca Iodice en compétition à Villerue en 2024. Il concilie théâtre et cinéma, ces deux passions. Il obtiendra d'ailleurs un Magritte pour son rôle dans 2 jours et 1 nuit aux côtés de Marion Cotillard. Muriel Combeau. Muriel Combeau, c'est l'une de ces actrices dont on connaît le visage, mais pas forcément le nom. Alors, de la garce arriviste dans la série Avocats et Associés à la mère dépassée dans le film Slalom, elle multiplie les rôles du drame à la comédie au cinéma. On l'a vu notamment dans Nouveau départ de Philippe Lefebvre ou dans Le jour J de Claude Zidi Junior. Au théâtre aussi, dans la pièce Joyeuse Pâques. En ce moment, on la retrouve sur Arte dans la série Bouchon d'Éléonore Coste. Et prochainement, on la verra au cinéma dans Le Viager de Claude Zidi Junior. Laurent Petit-Mangin. Oui. Je voulais dire quelque chose pour Muriel Combeau, c'est qu'elle a un lien par rapport à Villerue parce que son premier film, elle a tourné dans la vallée des Espoirs, ah oui, avec Jean-Pierre Marchand. Et donc elle jouait le rôle de la petite jeune et elle avait 16 ans. Donc voilà, donc elle connaît déjà Villerue. Et elle non plus. Ce sera un beau retour alors pour elle à Villerue. Laurent Petit-Mangin, c'est un écrivain qui est né en Lorraine, issu d'une famille de cheminots. Il a vécu à Metz ses premières années. Son premier roman, Ce qu'il faut de nuit, qui se passe à Villerue d'ailleurs, a été lauréat de 25 prix littéraires et il a fait l'objet d'une adaptation au cinéma, Jouer avec le feu, dans laquelle Vincent Lindon a obtenu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. L'année dernière, tout à fait. Marion Goutte, enfin, dernière membre du jury, qui est productrice. Elle est aussi cofondatrice de Habane, qui est une société luxembourgeoise dédiée aux récits audacieux, engagés, à la croisée du cinéma et de l'animation. Ces projets ont été présentés à Cannes, à Venise ou à Tribeca aux États-Unis. Je passe la parole pour le jury de la critique. Merci Sandrine. Bonjour. Donc moi je vais vous présenter les membres du jury de la critique. Ils sont 5. Je précise que ce jury est parrainé par 2 syndicats, le syndicat français de la critique de cinéma et l'association luxembourgeoise de la presse cinématographique. Et que donc tous ces membres de ce jury sont soit membres du SFCC, soit membres de l'association luxembourgeoise de la presse cinématographique. C'est important de rappeler l'importance de la critique dans le monde du cinéma. Vous avez certainement suivi récemment les coups de boutoir qui ont été émis contre le cercle, notamment cette émission sur Canal+, qui avait menacé de disparaître. Et bon, le monde du cinéma s'est mobilisé pour qu'elle reste à l'antenne. Et plus récemment, dans le Canard enchaîné, il y a un papier qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, comme quoi le New York Times avait affecté ces 4 critiques de cinéma à d'autres fonctions pour les remplacer par de l'IA, et que Chicago Tribune et Vanity Fair avaient carrément viré leurs critiques de cinéma de la rédaction. Voilà. Donc c'est très très important de défendre ces professions parce qu'elles sont importantes pour le monde du cinéma, pour se forger une opinion, pour avoir une approche, on va dire, proactive des films. Et donc il nous tient particulièrement à cœur de pouvoir associer ces deux associations professionnelles de critiques au prix lui-même. Voilà.
Je précise que le jury de la critique pour la deuxième année délibérera en public, donc le dimanche 2 novembre à l'Arche, donc ici, dans cette salle d'ailleurs, à partir de 11h40, et que ces délibérations sont en entrée libre et gratuite. Les membres, le président Thomas Borez. Donc, Thomas Borez, c'est un journaliste critique de cinéma qui a démarré à Studio Magazine, qui a bossé aussi pour l'Express, qu'on a pu voir sur France 5 et aussi entendre à France Inter et Europe 1. Et depuis 2015, il co-présente des mercredis une émission dédiée à l'actualité cinéma qui s'appelle À l'affiche sur France 24. Il est également membre de la rédaction de Première et Première Classique, et il a été également membre du comité de sélection des longs métrages de la semaine de la critique de 2015 à 2017. Autour de lui, Ariane Allard. Ariane Allard est déjà venue au festival il y a quelques années. On la connaît parce qu'elle est membre de la rédaction de Positif, mais elle est aussi chroniqueuse avec Rebecca Monzoni dans Le Masque et la Plume sur France Inter depuis de nombreuses années. Elle a démarré sa carrière dans la presse quotidienne régionale, puisqu'elle a été pendant 20 ans chef de rubrique cinéma à la Provence, à Marseille. Et elle a également travaillé pour Cosette, le magazine Cosette, pendant 10 ans. Voilà. Elle a également été membre du comité de sélection de long métrage de la semaine de la critique à Cannes, et elle est lectrice de scénario au CNC. Margot Barallon. Margot Barallon, c'est une jeune journaliste indépendante qui travaille pour plusieurs magazines, notamment le magazine 3 Couleurs, également pour GQ. Elle écrit aussi pour Le Monde, et elle travaille aussi au service culture de France Inter et pour TV5 Monde. Et on peut également l'écouter et la lire sur le site et dans le podcast du média féministe La Soro Ciné. France Clarinval, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine, dans la salle, qui est la personne qui s'occupe des pages culture du Let's Boilerland depuis septembre 2020. Elle a auparavant travaillé dans plusieurs médias du Grand-Duché, comme Le Quotidien, Pepper Jam, RTL 5 minutes, principalement dans les domaines de la culture, de la gastronomie et du lifestyle. Et elle est effectivement membre de l'Association internationale des critiques d'art et membre de l'Association luxembourgeoise de la presse cinématographique. Et la dernière personne qui compose ce jury, qui est un fidèle aussi, un ami aussi du festival, c'est Jean-Philippe Guérand, qui a longtemps collaboré avec Première et qui écrit aussi pour le film français, pour Pleine Vie, pour Téléciné Ops et pour le magazine L'Avant-Scène Cinéma. Il a été rédacteur en chef du mensuel Spectateur Illimité, qui est le mensuel de l'UGC de 1996 à 2003, et également de l'émission Cinéma avec Serge Moatis, diffusée sur France 5 et TV5 Monde de 2010 à 2011. Et si vous aimez ce qu'il écrit, il a un blog qu'il tient, un blog personnel qui s'appelle Persona Grata, pour les membres du jury de la critique. On passe au jury professionnel. Alors c'est un jury qui a été créé il y a plus de 15 ans, qui est composé d'exploitants et ou de distributeurs. Il aura la charge de décerner un Amilcar à un film qui ensuite aura normalement un beau destin dans les salles de cinéma. C'est un prix qui est parrainé par Box Office Pro et la communauté de communes PIO Val d'Alzette, en collaboration avec l'ACIES, l'Association des cinémas indépendants de l'Est. Il est composé de Francesca Pesce, qui est directrice du cinéma Comartin à Paris, Marie-Pierre Lafargue, qui est formatrice de l'exploitation cinématographique dans le Gers, Stéphane Horry, qui est directeur du cinéma Scala de Thionville, et Denis Polaire, qui est programmateur d'un circuit itinérant en Isère. Le jury jeune, un jury qui est parrainé par la région Grand Est, donc composé de lycéens qui émanent de classes de cinéma, audiovisuel et ESABAC pour le lycée de Longwy. Il est composé de Yousra, qui vient du lycée Alfred Mézières de Longwy, Elena du lycée Kirchléger à Münster, Simon du lycée Poincaré de Nancy, Paula du lycée Julie Daubier de Romba, Léa du lycée Marc Bloch de Bischheim, Jade du lycée Philippe Lebon de Joinville et Michael du lycée français Vauban de Luxembourg. Et c'est à vous pour les films. On va faire ça en doublette. Parfait. Donc la sélection 2025. Alors ce que nous appelons la sélection 2025, ce sont des inédits que nous sélectionnons à partir du Festival de Rome qui commence maintenant, donc qui a commencé l'année dernière à peu près à cette époque, et nous allons jusqu'au Festival de Venise, jusqu'à la Mostra de Venise. Donc nous sommes en fait à cheval sur la saison cinématographique 2024-2025.
Exceptionnellement, cette année, nous avons 2 films qui sont au Festival de Venise, au Festival de Rome actuellement. On les a cités, on en reparlera tout à l'heure. Dans la sélection, il y a 2 séries, les films en compétition et les films hors compétition. Alors, les films en compétition sont, pour l'essentiel, des films en 2 catégories, les inédits complets et les avant-premières. Des avant-premières, tout à l'heure, Anthony vous parlera lorsqu'il évoquera ce jury et cette compétition. De l'autre côté, les films en compétition que nous proposons aux jurys jeunes et aux jurys sont des films, des premiers ou seconds films, que nous essayons de sélectionner en fonction d'une certaine idée de cinéma. C'est-à-dire quelque chose qui nous permette d'imaginer que ces jeunes cinéastes, jeunes parfois uniquement par le début de carrière, seront peut-être les grands cinéastes de demain. C'est ainsi que, par exemple, Sorrentino a présenté son premier film ici, il y a de cela bien des années. C'est ainsi que Muccino a été primé, lui aussi. Il était en compétition ici. Donc voilà, c'est un peu le souci que nous avons de détecter les cinéastes sur lesquels nous fondons des espoirs pour un avenir du cinéma italien. Donc il y a 7 films qui ont chacun une qualité spécifique, cinématographique, culturelle, de thème. Hein. Alors, le premier, Ciao Bambino, est un film en noir et blanc, situé à Naples, et c'est une histoire, évidemment. Naples, c'est un territoire, évidemment, qui est un peu un Far West pour le cinéma italien, c'est-à-dire où la délinquance s'associe à des grands cœurs. Donc c'est l'histoire, évidemment, d'un jeune gamin, pris dans ce cercle infernal de la délinquance. Toujours dans ces films, Il Nibbio, c'est une histoire vraie, l'histoire d'une négociation qui a un peu mal tourné pour libérer un otage, une otage. L'Albero. Alors l'Albero, c'est un film qui a été présenté à Rome l'an passé et que nous avons cette année. C'est le premier film de Sara Petraglia. Sara Petraglia est la fille de Sandro Petraglia, l'un des grands scénaristes du cinéma italien, avec son complice Stefano Rulli. Hein, souvent on les trouve associés dans des grands films, par exemple, Nos meilleures années de Marco Tullio Giordano avait été écrit par eux. C'est un film très intimiste sur la relation de 2 amis qui vivent une certaine bohème para-universitaire, j'oserais dire, parce qu'ils sont plus souvent en bohème qu'à l'université, et qui, dans un quartier de Rome. Un film plein de sensibilité, plein de grâce aussi, et vraiment un film qui nous a marqué. La Gioia. Alors là, on entre dans un type de cinéma un peu plus marqué, j'allais dire, par l'histoire, le scénario. On est à la limite du thriller aussi. Bon, c'est l'histoire d'amour entre différentes personnes. Tu peux en dire 2 mots? Si on doit présenter les 66 films... Non, on n'y arrivera pas. La compétition me paraît importante. Bon, la Gioia a été présentée à Venise, voilà, avec notamment une actrice qui s'appelle Valeria Golino, dans un rôle très particulier. Mais bon, je crois qu'on ne va pas en dire plus. Bon, franchement, s'il faut présenter tous ces films, les 66 films de cette façon-là, on est encore là pour un long moment. Donc, je continue. Vita da Grandi, un autre film intime entre frères et sœurs. Et puis, Un anno di scuola, une année italienne, qui est aussi... Non, voilà, là, par contre, on pourrait en dire 2-3 mots. Oui. Bon, d'abord, donc c'est un film qui était à Venise. Il a récemment trouvé un distributeur en France qui a bizarrement donné le titre Une année italienne, pour traduire Un anno di scuola.
Alors, Un anneau de secours est adapté d'un roman de Gianni Suparic, un auteur déjà ancien, né à Trieste. Le roman date de 1929. Laura Samani n'est pas une inconnue, hein, c'est son second film. Le premier a été distribué en France, s'appelait Piccolo Corpo. Donc ça se passe dans le Frioul, elle est originaire de Trieste, comme l'auteur du roman. Le roman, lui, se passe en 1907. Laura Samani l'a déplacé en 2007. Il faut savoir aussi que il y a déjà eu une précédente adaptation, oui. les plus anciens comme nous restent. Se souviennent de Un anno di scuola de Franco Giraldi. De Franco Giraldi, qui lui avait déplacé l'histoire en 1913. Bon, il faut rappeler qu'à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, Trieste était encore sous la domination autrichienne. Et que, donc, le fait d'avoir déplacé l'histoire en 1913, c'était une année avant le début de la Première Guerre mondiale. Voilà pour la remarque à propos de ce film-là. Et puisqu'on parle de... Anthony, tout à l'heure, présentera davantage les films, les avant-premières en compétition du jury. Puisqu'on parle de romans également, donc il y a un film en avant-première qui s'appelle Les Goûteuses d'Hitler, qui est adapté d'un roman. Un film réalisé par Silvio Soldini assez particulier puisqu'il est tourné en langue allemande. Donc on présentera la version originale, bien sûr sous-titrée en français. Alors, Anthony en parlera plus tout à l'heure. Donc ensuite... Donc moi je vais effectivement vous parler des avant-premières qui seront départagées par le jury de la critique et le jury du coup, puisqu'ils voient les mêmes films. On va un peu s'attarder dessus parce que c'est des films qui vont sortir en France. J'ai trouvé 6 dates de sortie sur les 7, il y en a un où j'ai pas trouvé de date de sortie, mais en tout cas c'est des films que vous aurez l'occasion de voir à coup sûr. Donc c'est intéressant de s'attarder dessus. Le premier film, c'est un film d'un réalisateur qui est suivi depuis toujours par le festival, donc Ferzan Özpetek, dont on a souvent passé ces films. Donc, moi je me souviens qu'en 2007, l'Amicard de la presse avait été remis à Saturno Contro, donc déjà à l'époque, c'est quand même un réalisateur qu'on suit depuis longtemps. Ce film s'appelle Diamanti, c'est son 15e long métrage, c'est quand même une belle carrière, et c'est un film, on peut dire, choral, puisqu'il regroupe 18 actrices, dont Jasmine Trinka, qui était venue il y a 2 ans, pour l'hommage à Villerue, et qui se déroule donc dans un atelier de costumes de spectacle à Rome dans les années 70. Et cet atelier reçoit une grosse commande pour préparer des costumes pour un film d'époque, pour un film dont le réalisateur est incarné par Stefano Accorsi. Voilà, donc le film sort en France le 24 décembre 2025. Je crois qu'en Italie, il était sorti aussi pour Noël. C'est présenté comme un film de Noël, je crois. La petite anecdote, c'est que Özpetek travaillait dans les années 80 comme assistant réalisateur et fréquentait les ateliers de culture de spectacle. Donc il y a une sorte d'autobiographie dans ce film, ai-je pu lire. Deuxième film de la compétition critique et pro, donc Eleonora Duse de Pietro Marcello, 4e long métrage de fiction pour Pietro Marcello, qui a notamment signé il y a quelques années Martin Eden, donc il y a un film qui a fait beaucoup parler de lui. Donc c'est un film avec Valeria Bruni Tedeschi et la comédienne Noémie Merlan. C'est un film qui est dédié donc à une comédienne qui s'appelle Eleonora Duse, qui est considérée comme une des plus grandes comédiennes de théâtre de son époque, rivale de Sarah Bernhardt. Et notamment à une période très particulière de sa vie où elle a fait un retour sur les planches après une longue absence. Donc le film se situe entre 1917 et 1923. Comme souvent chez Pietro Marcello, c'est un film hybride qui associe cinéma documentaire et fiction, et il y a même des extraits d'images d'archives dedans. C'est un film qui va sortir en salle française le 14 janvier 2026. Et il était à la dernière Mostra de Venise, oui, au mois de septembre. Comme beaucoup. Alors, particularité de cette Eleonora Duse, c'est qu'elle n'a tourné que dans un film qui était muet, évidemment, Cenere, et on ne connaît pas sa voix. Voilà. On a des images d'elle, mais on n'a pas le son. Et donc elle aura celle de Valeria Bruni Tedeschi. Oui. Et Noémie Merlan. Troisième film de la compétition critique, Fuori, de Mario Martone. Mario Martone avait signé il y a quelques
années Nostalgia, qui avait aussi fait une belle carrière en salle. C'est un film qui est dédié à une écrivaine sicilienne qui s'appelle Goliarda Sapienza, qui est interprétée dans le film par la comédienne Valeria Golino. Je précise que c'était le seul film italien en compétition à Cannes cette année dans la section compétition officielle. C'est un film qui se passe à Rome en 1980 et qui en fait s'intéresse plus spécifiquement à une période assez sombre de l'écrivaine Goliarda Sapienza, où elle fut en fait incarcérée suite à un vol de bijoux. Pour la petite histoire, on peut noter aussi que Valeria Golino avait elle-même réalisé une série qui s'appelle L'Art de la Joie, adaptée d'un roman posthume de Goliarda Sapienza. Voilà, donc la boucle est bouclée. Sortie du film le 3 décembre 2025. Quatrième film de la compétition, donc le film dont Bernard et Oreste parlaient à l'instant, donc Les Goûteuses d'Hitler, Les Assaggiatrici de Silvio Soldini. Donc l'histoire, c'est qu'Adolf Hitler avait à sa disposition, et ça il n'y a pas grand monde qui le sait, enfin qui le savait, avait à sa disposition une équipe de femmes qui goûtaient sa nourriture avant qu'il la mange, pour être sûr qu'il ne soit pas empoisonné. Et personne ne l'a jamais su jusqu'en décembre 2012. Et il y avait une de ces dames donc, qui s'appelait Margot Voelk, qui à 95 ans a brisé le silence et a pris la parole en racontant en fait ce cercle très fermé d'équipes de femmes qui goûtaient les repas d'Hitler. Donc c'est un film qui adapte un roman de Rosella Postorino qui est sorti en 2018. C'est un roman fictionnel inspiré de la vie de Margot Voelk. Le film sort le 20 mai 2026 en France. Le roman est en français sous le titre La goûteuse d'Hitler. Oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait là et les tout à fait. D'ailleurs, le titre italien est un titre au singulier, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, c'est au pluriel, d'accord. Donc le film pour lequel je n'ai pas de date de sortie, c'est le film suivant, c'est Le Dernier pour la route, Les Città di Pianura de Francesco Sossai. C'est un premier film. C'est un road movie introspectif qui n'est pas sans rappeler le cinéma d'un cinéaste qui s'appelle Aki Kaurismäki. C'est l'histoire d'une rencontre entre un étudiant en architecture et deux cinquantenaires fauchés qui errent la nuit dans les bars, obsédés par l'idée d'un dernier verre. Donc c'est vraiment un film sur des paumés, âmes perdues en veste de cuir, cheveux un peu longs et moustaches démodées qui passent leur temps à refaire le monde autour d'un verre de bière. Voilà. Alors, ce film est en quelque sorte un remake d'un film célèbre italien qui s'appelle Il sorpasso le fanfaron. C'est-à-dire que là aussi, c'est un type un peu farfelu, Gassman, qui débauche un jeune étudiant pour l'emmener dans ce qui était une visite de l'Italie du 15 août de cette année, début des années 60. Et là, c'est un petit peu le même schéma. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent du film, la voiture des deux héros a une aile différente du reste de la carrosserie, exactement comme la Lancia de Gassman dans Le Fanfaron. Voilà. Et donc, c'est une visite, enfin, c'est en gros une exploration d'une région qui a été, il n'y a pas si longtemps, la locomotive économique de l'Italie et qui a perdu beaucoup suite, par exemple, aux décentralisations et aux délocalisations d'industries vers la Roumanie qui a été récemment intégrée à l'Union européenne. Mais on buvait moins quand même dans le fanfaron. Dans le fanfaron, c'était une autre ambiance. Hein. Mais voilà. Enfin, je n'ai pas à dire mon avis sur le film. Oui, bah, je l'ai beaucoup apprécié. Merci Oreste. Il en manque un. Il en manque deux. Le sixième, Pompei Sotto, le nouveau volet de Gianfranco Rossi, un des petits phénomènes du dernier festival de Venise. Oui, puisqu'il a été récompensé par un prix du jury. Alors c'est un documentaire, c'était un documentaire dans la sélection officielle du Festival de Venise. Bon, Gianfranco Rossi a déjà été primé à Venise par le Lion d'Or, il a été aussi primé à Berlin, et donc là il a le prix spécial du jury pour ce documentaire en noir et blanc qui m'a beaucoup frappé. En fait, quand il parle de son film, il cite Jean Cocteau en disant « Le Vésuve fabrique tous les nuages du monde ». Voilà, ça résume un peu le film en lui-même. Donc c'est effectivement un documentaire en noir et blanc en fait, qui se déroule sur les flancs du Vésuve, en tout cas qui filme les flancs du Vésuve pendant, je crois, une durée assez longue. Je crois qu'il a tourné pendant 2 ou 3 ans, je crois,
Oui, alors c'est évidemment le présent, le passé, le futur qui s'entrecroisent, et puis avec tout un tas de personnages qui parlent dans le film et qui parlent de leur vie, qui sont saisis dans ce qu'ils font. C'est vraiment un très bon moment de cinéma. Tu l'as beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé ce film. Sorti le 19 novembre 2025. Oui. Il me semble que John Franco-Rose il présente le film à la Cinémathèque à Paris le 10 novembre. Je ne sais pas, on vérifiera. Donc, dernier des 7 films de la compétition critique et pro, Testa ou Croce, donc Pile ou Face de Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppi. Donc c'est un deuxième long métrage pour eux. Leur premier long métrage était un film qui était sorti en 2021, qui s'appelle La légende du roi crabe, qui avait beaucoup marqué les esprits à l'époque. C'était déjà un hommage au western avec beaucoup de Sergio Leone dedans, hein, des grands scopes, etc. Un film très décalé. Et donc ce second film est un peu dans le même ADN. C'est un western amusant et décalé, qui raconte l'histoire vous savez, du Wild West Show, qui est le cirque de Buffalo Bill qui faisait le tour du monde pour aller faire des spectacles de rodéo et autres spectacles de cow-boys et d'indiens un peu partout en Europe. Il est même venu en France d'ailleurs, puisqu'il est passé à Jarville-la-Malgrange, près de Nancy, au début du XXe siècle. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs il y a un quartier qui s'appelle la Californie à Nancy, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc il est donc passé par l'Italie également. Et donc ce film raconte un peu cette histoire de ce cirque qui débarque en Italie. Et il y a des duels en fait de rodéo entre des cow-boys italiens et des cow-boys américains. Et lors d'un de ces duels, ça tourne mal. Et le cow-boy italien s'enfuit avec une jeune femme qui est interprétée par la comédienne française Nadia Teresiewicz. Et donc c'est une sorte de cavalcade, de fuite en avant, course-poursuite entre ces deux amants et un troupe de personnes qui les poursuit, dont Buffalo Bill lui-même, sorti le 12 novembre 2025. Voilà. Très jouissif. Merci. Pour les films hors compétition, mais il y a eu du nouveau depuis hier, puisque apparemment il y a un film dont le titre a disparu, qui s'appelle La Grazia. C'est le dernier film de Paolo Sorrentino qui a fait l'ouverture à Venise. Bon, jusqu'à hier, le film devait être présenté à Villerupt, une des avant-premières pour le film Tony Servillo avait été récompensé à Venise, le prix d'interprétation. Et bon, apparemment, il y a quelques petits problèmes juridiques entre la société de vente à l'étranger et puis la société Le Pacte qui doit distribuer le film en France. Pardon. Voilà, bon, c'est dommage. Et bon, je vous préviens tout de suite que dans le livret qui va paraître prochainement, bien sûr, La Grâce y figure, et que il y aura des modifications de programme dès le premier samedi. Voilà, c'est dommage pour les spectateurs, c'est dommage pour nous. Bon, on espère qu'on pourra présenter le film de Sorrentino l'année prochaine au Panorama. Je peux juste préciser, rebondir sur ce que Bernard a dit, c'est pour ça qu'on n'a pas de dossier de presse papier à distribuer, parce qu'on est à l'ère du numérique, mais aussi parce que comme ça change tout le temps, c'est plus facile de les envoyer par numérique et de les modifier, etc. Et il est mis en ligne sur le site également. Voilà, merci. Voilà, d'ailleurs, on voit qu'il y a une correction entre la Città Proibita et la Vita va così. On voit qu'il y a un petit décalage parce qu'en dernière minute, on a effacé le film absent, le film fantôme. Voilà, donc 6 séances à remplacer. Alors, bon, je dois vous faire aussi un aveu. Il y a un film que personne de nous n'a vu, qui s'appelle La Vita va così. Bon, mais on connaît bien le réalisateur Riccardo Milani, qui est venu combien de fois à Villerupt? 6 fois, 5 fois? Oui, oui.
Voilà, bon, on lui fait confiance tous les ans. Bon, à chaque fois qu'on peut présenter un de ses films, on le fait. L'année dernière, on avait présenté Le Mundo à part, et bon, ça avait bien plu au public, en général, ça fonctionne bien, hein, ce qu'il fait. Bon, à la fois sur un fond social, et puis un cinéma avec de l'humour. Là, ça se déroule en Sardaigne. Hein, en Sardaigne, et donc le film fait aujourd'hui l'ouverture du Festival de Rome. Riccardo Milani, c'est véritablement l'héritier de la comédie à l'italienne. Il a été assistant de Monicelli et je crois qu'il en a vraiment tiré la leçon. C'est-à-dire que la comédie spectaculaire existe, elle est le comique, mais toujours dans un cadre d'un discours social. Tous ces films sont basés sur cette même équation, mettre en relation un problème social ou sociétal et le comique, hein, qui a fait les beaux jours de la comédie à l'italienne des années 60 et 70. Puisqu'on parle de comédie, bon, on doit aussi avouer qu'il n'y en a pas une multitude cette année, mais bon, il y a quand même Follemente de Paolo Genovese qui a fait plus de 4 millions d'entrées en Italie pour la dernière saison. Voilà, donc c'est également une avant-première. Il sort au mois de novembre, ouais, prochainement, mais après le festival. Et donc, bon, j'espère qu'il aura autant de succès dans les salles à Villerupt qu'il en a eu en Italie. Et puis, dans le genre comédie aussi, le film des Manetti Bros, Wes Palmese, bon, qui parle de football, où on essaye de recruter un joueur pour renforcer l'équipe. Moi, je ne sais pas s'il pourrait faire le bonheur du FC Metz, qui va très mal en ce moment. En tout cas, il fait le bonheur de cette petite équipe locale d'une petite ville de Calabre, alors qu'un club de Milan veut s'en débarrasser parce qu'il a mauvaise presse et que c'est un peu un violent sur le terrain, etc. Et donc, voilà, se refaire une virginité au sein d'un petit club amateur, c'est pas évident pour une vedette qui arrive dans cette petite ville avec sa grosse voiture de sport et habituée à la vie des grandes stars du football. Alors le contraste entre les deux mondes est assez passionnant et drôlatique. Voilà, sinon pour le reste, bon, alors 2 premiers films qui sont Breve Storia d'Amore et Primavera, dont le français et Vivaldi et moi, c'est très récent aussi ça. C'est une avant-première, on en parlera plus tard. Pour le reste, les autres sont des films de réalisateurs connus à Villerupt en tout cas. Bon, le film de Claudio Giovinezzi, Angel, le dernier film de Claudio Giovinezzi, c'était Piranhas. La Baglio de Roberto Ando. Alors qu'il contient une dose de comédie, parce que comme le précédent, on retrouve Tony Servillo dans le rôle sérieux et Ficare Piccone dans le rôle drôle, disons, à l'intérieur du film. Oui, ça se passe dans les années 1860. Voilà, et avec les armées garibaldiennes qui arrivent en Sicile. Bon, voilà. Ensuite, la Città Proibita. Bon, le Gabriele Manetti, bon, toujours un film d'action un peu fantastique. Hein. On se souvient de Jack Robot et puis de Freak Out. C'est le film précédent. Napoli, New York, bon, Gabriele Salvatores, bon, Méditerranée au Oscar, un des premiers Oscars du jeune cinéma italien à l'époque, en 1990, bon, qui nous parle bien sûr, vous l'avez compris, Napoli, New York, d'immigration, et bon, avec un acteur qu'on connaît maintenant bien en France, qui s'appelle Pier Francesco Favino. Et un sujet de Fellini, qu'il n'a pas tourné évidemment, et qui est repris par Salvatores.
Et puis, una filia, bon, du Vano de Matteo, bon, à l'exception d'un film, on a présenté tous ces films. Il est venu il y a 2 fois, 2 ou 3 fois. Précédent, bon, toujours des sujets assez dramatiques, on va le dire ainsi, avec un père interprété par Accorsi et une fille en mauvaise situation, on va dire ainsi. Donc vous voyez, dans cette sélection 2025, en fait, qui démarre à partir de Rome 2024, nous avons essayé de trouver le meilleur. Et mis à part cet incident qui est vraiment indépendant de notre volonté, là pour le coup, c'est-à-dire le fait que le contrat n'a pas pu se réaliser à temps pour que nous ayons le film, nous avons tous les films que nous souhaitions présenter au public. Et donc nous en sommes à la fois contents et fiers. Et puis il y a le panorama. Alors dans le panorama, il y a soit des films que nous reprenons, parce que nous les avions présentés jadis, soit les films qui sont sortis en salle. Sortis en salle, parfois de façon confidentielle, parfois de façon plus médiatisée. C'est le cas de Berlinguer, par exemple, qui vient de sortir en salle et qui a eu un bon écho général dans la presse. Et puis, voilà, alors il y a là toute une série de films assez différents entre eux, mais qui tous ont une valeur pour lesquels nous essayons de les présenter ou de les représenter au public. Alors, tu peux en parler, mettre quelques-uns en évidence. Alors, bon, c'est assez, on pourrait dire, constitué de briques et de broc. Hein, bon, on vous expliquera le pourquoi de la présentation de certains films, notamment l'ordre des choses, parce qu'il s'agit d'Andrea Segre et d'une soirée particulière dont on parlera plus tard. De films sortis en salle en France, il n'y a que Vittoria qui est sorti cet été. Le second film de deux cinéastes qui se sont rencontrés il y a quelques années, qui travaillaient ensemble donc, pour leur deuxième film, le premier film dont j'ai oublié le titre, on l'a présenté il y a quelques années aussi, il y a 3-4 ans. Et puis est sorti en salle Berlinguer, La Grande Ambition, la semaine dernière, réalisé par Andrea Segre, dont on prendra plus longuement tout à l'heure également. Pour le reste des films sortis en Italie, le film de Michele Placido, Il mio posto qui également, Nonostante, qui était à Venise l'année dernière. Bon, tout ça, ce sont des inédits. Hein. Bon, il y a les films il y a 5 films qu'on a présentés l'année dernière qui vont nous servir à alimenter notre décentralisation. Et puis il y a 2 films de Michele Soavi qui vont faire un seul passage le 31 octobre à la CUFA pour la nuit de l'horreur. Bon, voilà pour expliquer un peu. Et puis il y a un film pour la jeunesse, c'est le Pinocchio d'Enzo Dallo. Alors, je voudrais signaler un film un peu particulier, qui est Maschile Plurale Mascarpone 2. Nous avions présenté le premier, c'était une histoire de relations homosexuelles. Les personnages se retrouvent dans ce film. Et pourquoi mascarpone? Parce qu'il y a une histoire de pâtisserie au départ. C'est une histoire qui est très élégamment tournée et qui présente cette histoire d'amour entre 2 hommes, 2 homosexuels, d'une façon très sensible et très belle. Voilà, il est sorti en France assez discrètement, donc nous espérons lui donner un peu plus de chance maintenant. Et puis donc il y a le dernier film de Simone Godin, dont nous avions déjà présenté tous les films précédemment, c'est son 4e, 5e. Sei Fratelli, une histoire de 6 frères et sœurs qui ne se connaissent pas tous entre eux, parce que
ces 6 frères et sœurs ont le même père, mais pas les mêmes mères. Et ils se retrouvent à l'occasion de la mort du père. Et l'histoire se passe à Bordeaux, où le père s'était installé. Nonostante est le deuxième film réalisé par Valerio Mastrandrea, il aurait pu figurer dans la compétition. Mais bon, nous avons préféré donner leur chance à des films, disons, portés par des noms moins connus. Mais c'est un film très intéressant, avec une veine un peu fantastique, mais très agréable à suivre en tout cas. Oui, il est également trop vieux par rapport à nos critères, voilà, puisqu'il était présenté à Venise l'année passée. Voilà, c'était pas à Rome de l'année dernière, c'était à Venise de l'année dernière. On espérait pouvoir le présenter l'année dernière en compétition, mais on n'avait pas eu l'autorisation. Voilà. Alors le thème, c'est à moi qu'il appartient de le présenter. C'est pour toi, oui. Alors, lorsque nous choisissons un thème, c'est toujours pour explorer un imaginaire. Alors cet imaginaire peut porter sur un thème social. L'année passée, c'était le travail. Comment le travail était-il représenté dans le cinéma italien? Ça peut être un lieu, une région, une ville, c'est le cas de cette année, l'imaginaire autour de Venise. Alors nous avons rassemblé là un certain nombre de films, certains sont anciens, d'autres beaucoup plus récents. Je suis particulièrement heureux que nous puissions présenter, ne serait-ce que 2 fois, dans la soirée d'ouverture, Pan e Tulipani, Pain, Tulipe et Comédie, qui est vraiment un film assez extraordinaire sur Venise. Qui n'a pas rêvé un jour de prendre un train en dehors de ses habitudes et de filer ailleurs? C'est ce qui arrive à une jeune femme. Bon, elle, c'est pas un train, c'est la voiture, mais elle arrive à Venise et elle tombe dans une sorte de trou noir extrêmement agréable, en dehors de la vie courante. Vraiment un film dans lequel on se complaît, on est bien, on est au chaud, on est dans un cocon. Il n'y a qu'une tristesse, c'est qu'il s'achève. Mais bon, voilà, c'est un grand film, et donc nous sommes heureux de le représenter. Alors, il y a là des films anciens, Senso, Infanzia e vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova veneziano, Casanova, un adolescent à Venise, de Luigi Comencini, des films plus récents comme Welcome Venice de Andrea Segre, les plus anciens, Mort à Venise de Luchino Visconti, les plus récents, Gloria, que nous avons présenté récemment de Margherita Vicario. Donc voilà, un mix autour de qu'est-ce qui plane comme image, comme imagerie à travers le cinéma sur cette ville magique qu'est Venise. Oui, alors comme tu parles de films anciens et de films récents, bon, bien que je fasse la demande tous les ans, les films sont encore là annoncés par l'ordre alphabétique, et quand on fait des rétrospectives, je préfère de les présenter par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Alors, pour un des films, alors le plus ancien c'est Senso de 1954, bon, avec Mort à Venise, le grand film de Luchino Visconti, le premier avec une grande actrice, Alida Valli, le second avec un grand acteur, Dick Bogart, voilà, deux chefs-d'œuvre du cinéma. Le Casanova de Comencini, sur la jeunesse de Comencini, et puis un film assez particulier, un peu dans un genre fantastique de Dino Risi. Voilà pour les grands noms du cinéma italien. Et moi, je voudrais peut-être insister sur un film qui est très méconnu, parce que bon, il n'avait jamais été distribué en France. Ce sont les Acaciens qui l'ont sorti l'année dernière avec une version restaurée. C'est le film Le Terroriste, un film de 1963 de Gianfranco de Bosio. Gianfranco de Bosio est un homme plutôt de théâtre, il n'a réalisé que 3 films. Alors, le Terroriste, c'est une histoire qui se déroule à Venise au début de l'année 1944. Venise est encore sous la coupe
des autorités allemandes. Et puis, bon, il y a donc la résistance italienne qui agit. Alors, toujours pareil, terroriste ou résistant, l'éternel débat. Alors, à propos de ce film, oui, tu as fini sur ce film? Tu passais à un autre film? Non, je n'ai pas terminé. Bon, vas-y. Non, je pensais que tu passais à un autre film. Non, je voulais simplement signaler que bon, le rôle principal est interprété par un grand acteur qui s'appelle Gian-Maria Volante, et puis que dans le film, on a également la participation de Anouk Aimé. Alors, ce film... Et je voulais rajouter également, Gianfranco de Bosio, en dehors du fait que c'était un homme de théâtre, a participé de façon active au mouvement de la résistance sur le secteur de Padoue-Venise, justement à cette période-là. Alors, ce film va donner l'occasion d'une collaboration avec l'Université de Lorraine. On en parle après. Bien. Alors, on continue. Oui, bon, ça, ben voilà. Ok. Donc, et maintenant, c'est à moi. Oui. Alors, là, tu peux tourner la page. Ça, je tourne la page. Voilà. J'aime bien, alors on a respecté l'ordre chronologique. Tel que je le souhaitais. Alors, 10 films de Marco Bellocchio. Le premier, Les poings dans les poches, réalisé il y a 60 ans, en 1965, et le dernier, L'enlèvement, réalisé en 2023. Donc 10 films, bon, certains inspirés par l'histoire de son pays, Buongiorno Notte, l'enlèvement, la séquestration et l'exécution d'Aldo Moro. Vincere, l'ascension de Mussolini à travers le dramatique portrait d'Ida Dalser, un amour de jeunesse que le Duce a toujours renié par la suite. Le traître, un mafieux repenti, Tommaso Buscetta, qui va aider la justice italienne pour le procès du clan de Corleone. Et puis l'enlèvement d'un enfant d'une famille juive de Bologne par les autorités papales, du pape, je ne sais pas si l'adjectif papal existe, d'après une histoire vraie également, qui s'est déroulée dans les années 1850 à Bologne. Voilà pour les références historiques. D'autres films avec des sujets beaucoup plus personnels. Le sourire de ma mère, où l'on parle encore de religion et d'une mère très pieuse, ce qui a été le cas de la mère de Marco Bellocchio. Sorel et Maille, un film entre fiction et réel, où l'on voit grandir Elena, la fille de Marco Bellocchio, dans une demeure familiale à Bobbio. Bobbio, c'est la commune dans la Penna Emilia, la province de où Marco Bellocchio est né. Et dans cette demeure familiale, d'ailleurs, il avait tourné en 1965 Les poings dans les poches, Piacenza. C'est la province de Piacenza. Et puis encore, toujours, très personnel, Mars peut attendre, le documentaire où Marco Bellocchio réunit sa famille pour évoquer le suicide de son frère jumeau Camillo, qui s'est suicidé donc en 1968. Voilà pour une présentation un peu des films de Marco Bellocchio. Alors l'enlèvement, le dernier film de Marco Bellocchio qui très prochainement va avoir 86 ans, mais qui après l'enlèvement a réalisé une série en 6 épisodes qui s'appelle Portobello. Les 2 premiers épisodes ont été présentés le mois dernier à Venise.
Et On attend la suite. j'ai cru comprendre que Oui. l'année prochaine, cette série devrait être diffusée sur Arte. Arte, oui. Très spectaculaire, autant que l'a été la précédente sur, autour de l'enlèvement d'Aldo Moro. Alors, sur cette sélection, nous avons voulu centrer ça sur ce qu'on pourrait appeler la carrière actuelle de Bellocchio, dans la mesure où la rétrospective sur Bellocchio aurait pu prendre toute la totalité de ses films, très différents, certains marqués par la psychanalyse. Voilà. Nous avons vu en fait une certaine rupture par rapport au cinéma précédent lorsqu'il a tourné La Balia, qu'il était venu d'ailleurs présenter ici à Villerue à son époque. En 1989. Voilà. Et à partir de là, son œuvre a pris un tour différent dont nous rendons compte ici. On peut aussi préciser que chaque fois qu'on construit une rétrospective, elle est toujours tributaire De retrouver les films. de retrouver les films, soit peut y avoir un problème matériel ou un problème de droit, et ça arrive fréquemment. Et au jour d'aujourd'hui, il y a certains films où on a encore des petites choses à régler. Voilà, on espère que les films pourraient être présentés tels qu'on l'envisage. Donc Marc Bellocchio qui a effectivement été venu à Villerue en 1999 pour présenter La Balia, la nourrice. Alors, il n'est pas à ce jour prévu qu'il vienne à Villerue, mais en tout cas, on a décidé, bien sûr, ça ne vaut pas une palme d'or à la carrière ou un livre d'or pour l'ensemble de son œuvre, mais un amilcar d'honneur. Oui. Voilà, on lui décernait quand même un amilcar d'honneur à l'occasion de cette rétrospective. Donc nous passons. L'exposition photo de cette année, elle sera, comme l'an dernier d'ailleurs, tirée de la collection privée de notre ami Antonio Maraldi, qui nous rendra visite pendant le festival. Ce sont des photos de Paul Ronald. Et avec Antonio, on a décidé de rendre un hommage particulier à Claudia Cardinale, qui est décédée le 23 septembre. Antonio nous dit au sujet de cette exposition que ces images donnent la mesure des attentions que Fellini a eues pour l'actrice dans le film 8,5, que le photographe n'a eu aucune difficulté pour faire ressortir l'intensité de son regard, la beauté de son sourire, la grâce de son visage. Et cette exposition presque exclusivement en noir et blanc sera complétée de quelques photos couleurs rarissimes que Paul Ronald a pris de sa propre initiative et qui renforcent cet hommage et puis le charme envoûtant de l'actrice. C'est une exposition que vous retrouverez à l'hôtel de ville, en intérieur et en extérieur, et vous verrez, les photos sont exceptionnelles. Magnifiques. Andrea Segre, c'est à toi. Alors, Andrea Segre. Andrea Segre est né à Dolo, c'est dans la métropole de Venise, situé, disons, entre Venise et Padoue. C'est essentiellement un documentariste, un réalisateur de documentaires, avant de réaliser son premier film de fiction en 2011 qui s'appelle Io sono lì, la petite Venise. Il a réalisé une dizaine de documentaires. Ses thèmes de prédilection sont alors je ne sais pas dans quel ordre, Venise, l'avenir de Venise, la pollution sur Venise avec les industries dans la lagune, mais également l'afflux de tourisme qui crée certains problèmes sur la ville de Venise. Son deuxième sujet, c'est les migrants. Et alors, on va dire, dans la petite Venise, Io sono lì, on retrouve les deux, puisqu'il y a Venise, enfin, bon, la petite Venise est tournée à Chioggia,
L'histoire se passe à Chioggia, c'est au sud de la Lagune, mais il y a également des migrants, puisque bien sûr Lee est chinoise, et le pêcheur qui devient son ami est d'origine serbe. Non, croate, serbe. Oui, enfin. Ouais. Yougoslave. Yougoslave. Voilà. Alors, donc, son deuxième long métrage de fiction, c'est La prime année, mais, un film qui n'a pas été distribué en France, mais également, bon, c'est l'histoire d'un migrant d'Afrique en Europe. Bien sûr, son troisième long métrage, qui est donc L'ordre des choses, c'est le problème entre l'Italie et la Libye par rapport au problème des migrants. Le film qu'il était venu présenter en 2017 à Villerupt, d'ailleurs. Voilà. Et puis, bon, Amilcar. Amilcar de la presse. Amilcar de la presse, Amilcar de la presse. à l'époque. Ouais. Et puis, bon, son dernier film, on en parle beaucoup, son dernier film de fiction, va-t-on dire. Berlinguer, La Grande Ambition, qui est sorti donc dans les salles mercredi dernier. Un film qui, sur la période d'Enrico Berlinguer, interprété par Elio Germano, et dont on sent effectivement également un travail de documentariste. Voilà pour la présentation d'André Serré, qui sera donc présent à Villerupt pour la remise des amitiés. Continue sur le portrait Barbara Ronchi. C'est aussi bon. Vas-y. Ah oui, alors bon, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans la prog. Mais donc on a une invitée qui nous a répondu favorablement très récemment, parce que bon, il y avait un doute, c'est toujours pareil, il y a des gens qui travaillent, et c'est toujours difficile de se déplacer quand ils travaillent. Mais donc elle va se libérer un week-end, c'est Barbara Ronchi. C'est aujourd'hui une actrice en Italie qui prend une certaine envergure, pas très connue encore en France, mais l'année dernière, un certain nombre d'entre vous ont sans doute vu Famille Bien. Et dans Famille Bien, elle interprète la mère de Luigi Céleste, celui qui va tuer le père, et donc parce que sa mère subit des violences conjugales. Voilà. Donc on a présenté également un film avec Barbara Ronchi il y a 3 ans, 2022, septembre, un premier film pour lequel elle a été quand même récompensée par un David Di Donatello de la meilleure actrice. David Di Donatello, c'est l'équivalent du elle était au départ formée en tant que comédienne, elle a débuté au théâtre, et puis elle a fait ses premiers pas avec Valeria Golino dans Miele, et puis avec Marco Bellocchio dans Fait le beau rêve, et puis on la retrouve également dans L'Enlèvement, où elle joue le rôle de l'enfant qui a été enlevé par les émissaires du pape. Oui, voilà, donc, si on passe maintenant Non, on passe pas encore. aux invités. Je voulais juste préciser que à Venise, tu l'as vu, toi, le film qui s'appelle Elisa, de Leonardo Di Costanzo. Alors, c'est un film, on n'a pas eu tous les films qu'on espérait. C'est un film qu'on espérait pouvoir présenter cette année, justement. C'est le dernier film de Barbara Ronchi. Mais petit problème, la vente d'étrangers est en négociation avec un distributeur français. Et tant que c'est pas réglé, voilà, donc on ne pouvait pas présenter ce film, et c'est bien dommage. Alors c'est une coproduction italo-française, Elisa, avec la participation de Roche Dizem. Donc les invités, la particularité cette année, c'est qu'ils se recoupent sur différents thèmes.
par exemple, la toute première qui va se venir, Lodovica Rampoldi, est scénariste. Elle est scénariste, elle a travaillé avec des films, sur des films de Bellocchio. Donc voilà, un lien. Oui, elle a travaillé sur Le Traître. Elle a travaillé sur Le Et Traître. sur la série Sterno Notte. Donc voilà, un lien entre elle et Marco Bellocchio. Elle présente son premier film, qui est une comédie sentimentale, mais qui tient aussi du thriller, hein, Una breve storia d'amore, qui est l'un des deux films qui sont à Rome actuellement avec le film de Milani. Elle vient en compagnie de son époux, Nicola Giuliano, qui est producteur. Quand vous voyez un film qui se lance avec le sigle Indigo, c'est lui. Et donc nous avons présenté de lui une bonne série de films depuis le temps qu'il travaille. Donc c'est les premiers invités qui seront là le premier week-end. Ensuite, juste après Juste pour préciser également que Ludovica Rampoldi est scénariste d'un film qui s'appelle Primavera, oui, dont le titre français, voilà, et Vivaldi et moi. J'y arrivais. J'y arrivais avec le deuxième film. Le deuxième film qui sera présenté par sa réalisatrice, c'est L'Albero de Sara Petraglia, qui viendra avec la jeune comédienne Tecla Insolia, qui est effectivement la protagoniste du film Primavera, dont le scénario est fait par Lodovica Rampoldi, est écrit par Lodovica Rampoldi, et qui était aussi dans Famiglia. Hein, elle jouait la fille du ménage. Non, dans Familia, c'est la copine de Oui, Luigi la copine de... Voilà. Et enfin... Et dans... il était Vivaldi et moi, si vous avez bien compris, oui, c'est elle le rôle principal. C'est elle le rôle principal Du film. Et Vivaldi est interprété par Michele Riondino, si vous vous souvenez, c'est l'Amilcar de la ville de l'an passé. Ensuite, dernier week-end, nous attendons Andrea Segre, dont on vient de parler, Barbara Ronchi, dont on vient de parler, et Pier Giorgio Bellocchio, fils de Marco, en tant que comédien et aussi producteur de la société Kovacs, qui est la société de Bellocchio père et fils, qui produit ses films et d'autres films. Oui, alors en tant que comédien, je ne sais pas, bon, certains d'entre vous ont peut-être regardé la saison 4 de L'Amie prodigieuse sur Canal+. Pier Giorgio Bellocchio interprète dans la saison 4 le mari de l'héroïne du film. Il a également donc joué sur les trois volets diaboliques des frères Manetti Bros, mais il a surtout joué dans beaucoup de films de son père. Le premier dès l'âge de 6 ans dans le saut dans le vide. Mais également par la suite de Buongiorno Notte, dans Le Traître, et également dans deux films dont malheureusement on ne trouve plus trace parce que la société de distribution Bellissima a disparu. Donc il a joué dans La Belle Endormie, et puis dans Sangue del mio sangue, un film entièrement tourné à Bobbio. On vient souvent sur Bobbio avec Marco Bellocchio. Et puis bien sûr, il est dans Mars peut attendre, dans La Réunion familiale. Voilà. Et puis dans Sora les mailles, alors comme je vous disais, c'est entre fiction et réel. Dans Sora les mailles, il interprète l'oncle de sa sœur qui est Elena, sa petite sœur qui est Hélène. Voilà. Donc il devrait être là aussi au dernier moment week-end des Amilcars. Oui. Voilà. Et puis évidemment, au moment des Amilcars, nous espérons les lauréats, évidemment, que nous inviterons à venir retirer leur Amilcar. Voilà le tour pour les invités.
cette année, nous renouvelons les actions avec Imagest. Je salue Jean-Louis Sonzoni, le président qui est avec nous aujourd'hui, à plusieurs titres aujourd'hui, Jean-Louis. Alors cette année, la première des actions qu'on va réaliser avec Imagest, c'est une ciné-conférence intitulée « Filmer Venise et mourir, regard amateur sur la ville lagunaire ». Alors, en effet, ce sont des centaines d'objectifs professionnels ou anonymes, toute une collection finalement de photos qui ont tenté de capter Venise, de capter ces fragments de cette ville insaisissable, une brume sur la lagune, une place baignée de lumière, une gondole à la dérive. Et on va retrouver toutes ces images-là qui seront commentées pendant cette ciné-conférence qui se tiendra donc le mercredi 29 octobre à 17h à l'Arche. La seconde action avec Imagest, c'est une formation qui sera assurée par Jean-Louis autour d'un atelier d'initiation à la mise en scène pour recréer une séquence du film Le saut dans le vide, justement, dont parlait Bernard tout à l'heure, de Marco Bellocchio. Et ça se tiendra le 6 novembre, toute la journée, à l'Hôtel de Ville de Villerue. Pour les autres projections, on en a parlé, effectivement, la désormais traditionnelle Notte dell'Orrore de la CUFA, que je salue là-bas en haut, avec les deux films de Michele Soavi, La secte et Sanctuaire, donc bien évidemment pour Halloween le 31 octobre, à la Culture Fabrique à partir de 20h. On l'évoquait aussi tout à l'heure, la projection du film Le terroriste de Gianfranco De Bosio. C'est une projection particulière donc, qui se tiendra le mercredi 5 novembre à 10h à l'Arche, une séance qui sera présentée et animée par les étudiants de Master 2, métier de la transmission du cinéma de l'Université de Lorraine, et ce sera suivi de la projection du court-métrage en hommage à Marco Bellocchio par les étudiants de l'IECA, les étudiants de Jean-Louis. C'est bien sûr une séance et une discussion qui est ouverte à tous. On a aussi une soirée spéciale avec le Secours populaire que je salue. À l'occasion des 80 ans du Secours populaire, on organisera une projection du film L'ordre des choses de Andrea Segre, projection qui sera suivie d'un débat avec Gérard Noiriel. La projection, non mais tu vas... Projection, ce sera le 28 octobre à 20h. Bernard, vas-y. Oui, c'est le premier ouvrage de Gérard Noiriel, ça s'appelle Vivre et lutter à Longwy, paru en 1980. Son second ouvrage, en 1984, c'était Longwy, immigré et prolétaire. Voilà, pour situer celui qui était professeur d'histoire dans un collège du Pays Haut, à cette période-là, qui a animé certains débats aussi à Lorraine-Cœur d'Acier, et qui a fait beaucoup de chemin depuis. Bon, aujourd'hui, c'est au niveau des historiens, sociologues, chercheurs, bon, il a une renommée nationale reconnue. Une vingtaine d'ouvrages après ceux que je viens de citer, il a signé un livre qui s'appelle Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours. Bon, voilà, donc pour situer un peu le personnage. Pour faire le lien avec le cinéma, il a également écrit d'ailleurs 2 livres à propos d'un clown. Ça doit parler Serge, les clowns. Un clown qui s'appelait Chocolat. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Bon, vous aurez peut-être compris, c'était quelqu'un qui était noir. Et à l'époque, ça faisait beaucoup rire les gens lorsqu'ils voyaient le spectacle. Voilà, donc, quelqu'un qui est aussi donc, sensible à la question de racisme, pour rejoindre un peu, encore une fois, les sujets d'immigration. Et d'ailleurs, Chocolat a eu une adaptation au cinéma réalisée par Roche Dizem. Voilà pour une présentation un peu succincte de Gérard Noiriel. Merci Bernard. La journée
réservé aux exploitants de la région Grand Est, en collaboration avec l'Association des cinémas indépendants de l'Est. Ça fait une trentaine d'années que cette journée existe et elle permet aux exploitants de la région de se retrouver, de voir 3 à 4 films présentés en avant-première et qui pour la plupart seront ensuite projetés en salle. Ça se passera le 7 novembre à l'Arche. Dans le cadre de notre partenariat avec la librairie Diesis de Villerue, il y aura toute une série de dédicaces tout au long du festival. Vous avez les noms et les ouvrages qui s'affichent à l'écran. On retrouvera les auteurs Patrice Ragny, Laurent Petit-Mangin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera au jury, Barbara Nantianzeno, Paul Couturiot, Mireille Poulain-Georgie et Marilène Bergman, Gilles Laporte, et Marie-Louise Antenucci et Daniel Brachetti qui présenteront et dédicaceront le dernier ouvrage du pôle de l'image, Mémoire de fer et d'usine, ouvrage soutenu par le département de Meurthe-et-Moselle. Cette dédicace et cette présentation se tiendra le mercredi 29 octobre à partir de 17h à l'Hôtel de Ville. Les partenaires nous ont aussi préparé plusieurs animations pour compléter la programmation cinématographique du festival. Alors, les animations musicales avec la MJC d'Audun-Tiche et la chorale des Voix de l'Est. Le concert du chanteur Bilbert à la Culture Fabrique. L'Arche qui propose dans le cadre de son projet L'Italie à portée de voix des interludes chantés et des ateliers de chant à l'Arche. Un concert de variété italienne à la MJC d'Audun-Tiche. Et enfin, une soirée dansante à la MJC de Villerue, à la Cave. On a quelques autres animations également, avec l'INCA qui sera présent sur un stand pendant tout le festival sur la culture et l'immigration italienne. Des ateliers de masques vénitiens, c'est un projet Interreg Act qui est fait en collaboration avec la mairie de Villerue. Un stand de broderie et textile à tendance italienne. Une lecture du texte de Serge Basso sur l'immigration italienne, ça se passera à la MJC d'Audun-Tiche. Et puis, comme chaque année, l'Office de tourisme du Grand Longwy qui sera présent à la gare routière face à l'Hôtel de Ville pendant tout le festival. Et puis, au bar de l'Hôtel de Ville, l'ES Ville-Rutil organisera ses tournois de scopa, ses soirées karaoké, voilà, qu'on aime tous. La décentralisation, vous avez les villes qui s'affichent à l'écran, donc on travaillera avec le ciné-mobile d'une part, et puis dans les salles partenaires d'autre part. Et on a fait le tour. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ou des besoins d'éclaircissement. En tout cas, alors, les changements de programme, n'hésitez pas à suivre. Oui, sur le site internet, bien sûr. D'ici à ce qu'on ait d'autres déconvenus. Mais non. Non, alors merci de votre attention, de votre participation. Partez pas tout de suite. On voulait vous mettre un petit peu l'eau à la bouche avec quelques bandes annonces des films dont on vous a parlé. Et puis après, bien sûr, on vous attend à l'étage pour la réception qui suit. Il Presidente della Repubblica ha indetto elezioni politiche anticipate. Al nostro Paese va dato un orizzonte chiaro di stabilità. C'era comunque una prima occasione di collaborazione tra i nostri partiti e forze popolari. Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani. Abbiamo deciso di astenerci. Si sarebbe fatto
siete sicuri che lo siano anche i vostri avversari? Enrico, stai bene? Dopo Brescia devi stare più attento. La vita di un militante si ha sacrificata alla causa per la quale lotta. Compagno Berlinguer, tutto il mondo ci ascolta. Perdere la protezione di Mosca potrebbe essere molto pericoloso. In Italia esiste il rischio di un colpo di Stato. Tutti gli uomini della scorta sono stati uccisi. Io temo questo paese scivolerà nel buio. Viviamo in una democrazia zoppa. Dobbiamo difenderla in tutti i modi. Pensate di vincere? Ci proviamo. Il costume non deve solo vestire il personaggio. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio. È un film enorme questo. La protagonista si sente così, si sente costretta. Non è che mi ingrossa, ci si vede l'anima. Però, sottile. Ne voglio corporeo. Una corazza sul cuore. Luminescente, leggera. Una pioggia, un fiume. Una cascata di lava ardente. Bella, pazzesco. Che cazzo è sta roba? È tutto sbagliato! Sono stanca di rimediare ai tuoi errori. Tutto sbagliato! Basta urlare. Forse tornerà. Si può sempre sbagliare. La mia vita tornerà, vestita di parole e saper vivere. Conta solo ciò che resta dentro di noi. Quando arriverai, senza macchia, senza età, in questa eternità saremo noi diamanti. Guardaci. Siamo come le formiche noi. Sembra che non contiamo niente, ma tutte insieme. Tutte insieme. La mia anima. I miei sogni. I miei desideri. Non li potrai mai incatenare. L'ottava meraviglia del mondo nuovo, la divina Eleonora Duse, è qui! Eleonora Duse! Sarebbe bello rivederla a teatro. Non so neanche più se sono un'attrice. Non hai bisogno di tornare in quel mondo di peccatori. Tua madre non vuole che enfrenti. Guarda cosa sei disposta a fare. Vuole prendere il mio posto nel cuore di mia madre. L'unico modo che ho di rispondere alla guerra è nel teatro. Insieme ricostruiremo l'Italia. Si vogliono approfittare di te. L'arte si fa come la guerra, col sangue, col coraggio. E D'Annunzio! Solo l'insuccesso poteva costringerti a tornare da me. Continuerò fino alla morte. Siamo polvere da gettare al vento, da dimenticare! Sono ancora viva! Non si interrompe uno spettacolo, costi quello che costi. A calcio, se non fai gol, non vinci. Dai, basta, gira! Non ne nascono più di fuori classe a Parmi. E tu? E non ero fuori classe. A Milano, sono stanchi, mi pagano 5 milioni di ingaggio per Etienne Morville. È un talento immenso. Quello che l'ha frenato è la testa. Bravo! Chi su 5 milioni di euro? Non ci facciamo cattare alla Parmese. Ci facciamo cattare ai parmesani. 300 euro!
e regalare un grande campione alla Palmese. Ma pure se li metti da parte tutti sti milioni, ma ti pare normale che gli dai un calciatore che è già milionario? Ah! Lo francese disse che no, giusto. Un bagno di umiltà pubblico potrebbe darti una seconda occasione. La Palmese? Disse così. Io sono un professore in questa scuola cala, caccia il quaderno impara, fra il mio nome sta sull'ala. Calcoletti perché le mie parole pesano. Ecco il nostro campione. Vieni che ti presento la squadra. Meglio ti presento. Io non mi posso rovinare la carriera e farmi rompere una gamba da un bronco di incapaci per fare contento. Quanti soldi ti danno per non giocare? Sei un povero scemo che crede di essere qualcuno solo perché sa prendere a calcio la palla. Ehi! Posso giocare con voi? Allora ti piace ancora? Mio caro pallone. Ma non era il tiro più potente del Sud Italia? Sì, certo. Quando la picchia.